En 1953, un groupe d'amis musiciens se réunissent autour d'une figure charismatique qui s'appelle Louis Oriacombe. On est dans le Toulouse de l'après-guerre. Ces musiciens n'ont aucun plan de carrière, aucune idée marketing, ne savent pas du tout où ils vont. Ils veulent juste faire de la musique entre eux, pour le plaisir, et ils veulent s'adresser à tous les publics. Dès les années 50, ils jouent en milieu rural, ils jouent avec des handicapés mentaux sur scène, ils vont dans les hôpitaux, et puis petit à petit, leur notoriété s'accroît, ils sont invités dans les grands festivals. Bref, en moins de 10 ans, ils acquièrent une notoriété internationale. J'insiste bien sur l'absence totale de calcul. Ils ont été, j'ai connu ces fondateurs, certains de ces fondateurs du premier orchestre de chambre de Toulouse. Ils étaient, je vous l'assure, dans une naïveté totale qui était peut-être possible dans l'Europe de juste l'après-guerre, de ce qu'on a appelé les 30 glorieuses. C'est un terme qui mériterait d'être commenté. Puis évidemment, les choses se structurent, une association de gestion est créée, les musiciens sont les amis du président, de la présidente, des membres de l'association, puis tout cela évolue. Je vous fais encore une fois la version courte. La version longue est intéressante, mais ce soir, vous n'aurez que la version courte. Et puis petit à petit, les choses se délitent forcément. Le vieillissement est là, certains musiciens s'en vont, ils sont remplacés par d'autres qui ne font plus partie de la bande d'amis, qui sont recrutés, comme c'est l'usage dans nos métiers, sur concours international. Et puis il se produit la même chose du côté de l'association. Les membres historiques, qui sont des amis, qui sont des proches du groupe d'artistes, s'en vont, comme il est d'usage dans toutes les associations, puis ils sont remplacés par d'autres qui viennent peut-être pour d'autres raisons, moins nobles, en tout cas moins amicales. Et ça se termine par un ensemble qui est reconnu mondialement, mais qui marche sur la tête du point de vue gestion, parce que tout simplement, nos dirigeants de l'époque nous font faire n'importe quoi. Encore une fois, pardon de ne pas développer, mais il est tard et je vous fais la version courte. Donc nous sommes morts. Je suis mort en 2004. Nous avons traversé le Styx, nous avons été mis en liquidation judiciaire, tout simplement parce que cet orchestre, qui était le seul orchestre national de chambre en France, avait été géré par des personnes totalement incompétentes. À peine le temps de traverser le Styx et de serrer Hadès dans nos bras, que nous avons retraversé le Styx de l'autre côté pour revenir à la vie, et cette fois sous forme de coopérative, vous venez d'en parler. La solution qui nous est apparue à ce moment-là, ça a été de reprendre notre destin en main et de fonder ce qui s'appelle une société coopérative ouvrière de production. Qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise tout à fait classique, qui est soumise aux droits tout à fait classiques de n'importe quelle entreprise commerciale, mais qui a une grande particularité. Les actionnaires, même s'il n'y a pas au sens propre d'action, ce sont les salariés. Donc les salariés sont propriétaires de leur entreprise et ils élisent, pour un mandat de 4 ans, leurs dirigeants. J'en suis à mon 4e mandat, je suis tout simplement un dirigeant élu. Cette structure nous a paru tout à fait adaptée à un collectif d'artistes. Pourquoi ? Si on réfléchit à ce qui s'est passé dans le reste de notre histoire ou à ce qu'on voit dans d'autres institutions, je parle de la France, je ne sais pas exactement ce qu'il en est pour l'Espagne, mais le porteur de projets artistiques, celui ou celle qui est en contact avec les pouvoirs publics, qui est-ce ? Alors quittons Toulouse, d'où je viens pour ne pas être polémique, mais disons par exemple l'Orchestre de Paris. Qui porte le projet de l'Orchestre de Paris? Son directeur artistique? Son directeur administratif? Le président du conseil d'administration, qui en l'occurrence, à ma connaissance, est Pierre Jox, ancien ministre? Qui porte vraiment ça? Où sont les musiciens? Où sont les artistes? Dans un projet de coopérative, évidemment, le projet qui est élaboré, le projet qui est présenté au pouvoir public, État comme collectivité, est réellement l'émanation d'un groupe d'artistes. Les résultats ne se sont pas fait attendre. D'un orchestre moribond qui donnait péniblement 60 à 70 concerts par an, nous en sommes aujourd'hui à 172 concerts par an, donc une augmentation absolument incroyable de l'activité, une augmentation incroyable de la créativité. Je vous épargne ici la longue liste des programmes originaux, y compris participatifs, que nous avons inventés. Ça s'est traduit par une gestion évidemment améliorée. Le chiffre dont je suis le plus fier et qu'on ne me demande jamais, nulle part, c'est que nos prédécesseurs avaient besoin d'à peu près 450 000 € pour produire péniblement 60 à 70 concerts, 450 000 € de charges externes, hein. Je ne parle pas des salaires. Et nous avons besoin, nous, de 200 000 € pour en produire 170.
Pourquoi? Tout simplement parce que dans notre mode d'organisation, chacun se sent responsable. À l'orchestre de chambre de Toulouse, si quelque chose est abîmé, ce n'est pas le dirigeant que je suis qui intervient, c'est l'un des membres du collectif qui fait une réflexion à l'un de ses collègues. Mais enfin, faites attention, c'est notre argent, c'est à nous. Bref, ils sont complètement impliqués. Mais derrière ça, il y a pire, ou plutôt plus intéressant encore. Dans un métier traditionnel comme le nôtre, le concert de musique classique, on pense depuis déjà très longtemps que tout est organisé. On sait comment il faut faire une répétition, on sait comment il faut produire un concert, on sait quel type de soliste il faut inviter, on sait évidemment comment travailler son instrument, puisqu'on l'a appris dès le conservatoire. Mais quand vous revenez d'entre les morts, et que donc vous êtes dans une urgence absolue, vous cherchez à inventer, nous avons cherché à inventer, d'autres modes de production qui nous ont permis de faire rentrer autant de concerts que ceux que je vous ai annoncés, en plus dans une réduction de 30% du temps de travail des musiciens. La productivité, pour utiliser un vilain mot qui n'est jamais utilisé dans la culture, on pourrait le remplacer facilement par l'efficience, mais ça voudrait dire la même chose. Ça n'est ni bien ni mal. C'est ce qu'on fait de cette productivité ou de ce gain d'efficience qui peut effectivement, à certains moments, être jugé négativement. Si tout ce que vous faites en termes d'efficacité bénéficie à d'autres personnes, peut-être qu'effectivement, vous avez une équipe qui n'a pas envie d'être toujours plus efficace. Si l'efficacité gagnée grâce à une meilleure organisation et grâce à une meilleure production des concerts, si tous ces gains d'efficacité, vous les retrouvez en tant qu'artiste, en tant que membre du collectif, en tant que salarié, il y a aussi des administratifs, si vous le retrouvez dans votre qualité de vie personnelle, simplement parce qu'on vous laisse du temps avec votre famille, avec vos enfants, tout en ayant assuré une production, entre guillemets, suffisante, évidemment, l'efficience ou la productivité, c'est la même chose, ça devient quelque chose de tout à fait souhaitable et que l'ensemble de l'équipe désire. Alors derrière ces innovations sociales, organisationnelles, il y a beaucoup d'autres idées qui pour l'instant sont encore dans mon ordinateur. Nous sommes aujourd'hui, au bout de 15 ans de coopérative, au milieu du gué. Nous avons réglé tous les problèmes essentiels, ceux qui concernaient la gestion de l'orchestre. Nous avons réglé les problèmes essentiels, ceux qui concernaient la diffusion sur tous les territoires. Nous sommes présents en milieu rural, ça ne rapporte pas un sou. Nous sommes présents en milieu hospitalier, ça ne rapporte pas un sou. Nous sommes présents avec les scolaires, ça ne rapporte pas un sou. Nous sommes une entreprise qui appartient à ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. Cela veut dire que chaque fois que nous dégageons des excédents financiers sur la petite partie de notre activité qui peut le faire, nous dégradons volontairement notre résultat économique pour faire plus vis-à-vis d'autres territoires qui sont des territoires un peu oubliés. Emmanuel rappelait tout à l'heure que la métropole, c'était jusqu'à 50 km, mais avec des cercles concentriques. Moi, j'habite à 51 km de Toulouse, très exactement. Je suis à la frontière, hein, voilà, à 1 km près. C'est vrai que nous sommes des urbains, mais c'est vrai qu'en même temps, nous sommes loin de tous les équipements de la métropole. Et nous ne sommes pas les seuls dans une région aussi grande que celle de l'Occitanie. Donc si des ensembles comme le nôtre dégradent leur efficience en allant au bout de leurs frontières, au plus loin, en milieu rural, c'est un acte qui se fait en accord avec les pouvoirs publics. Nous en discutons avec eux, nous sommes conventionnés pour ça, nous sommes missionnés pour le faire, mais c'est la partie de l'activité qui, évidemment, dégrade volontairement notre gestion. Aujourd'hui, nous travaillons sur qu'est-ce que pourrait être l'économie numérique pour un orchestre. Il y a de nombreuses idées en cours, je vous les épargne. Et si je vous les épargne, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes au milieu du gué, c'est-à-dire que nous attendons maintenant que l'ensemble des pouvoirs publics français comprennent notre action. En France, je ne sais pas ce qu'il en est ici en Catalogne ou en Espagne, je me doute que ça se ressemble. En France, il est assez facile d'aller interpeller un élu municipal ou métropolitain. Ça n'est pas très difficile, Danibus pourra en témoigner. Même le président ou la présidente, peut-être un jour, de la métropole est encore quelqu'un d'accessible. Le président et la présidente du département aussi. Tous ces gens-là, en France, on a une jolie expression, je ne sais pas si vous l'avez, on dit qu'ils sont à portée d'engueulade. C'est-à-dire qu'on peut assez facilement les interpeller. Je vous rassure, ça se passe plutôt très bien.
Et puis nous avons un État extrêmement centralisé, qui est très lointain et qui est totalement inaccessible. Et quand vous êtes à la marge, nous avons eu un paléontologue tout à l'heure qui nous a rappelé que souvent les innovations se produisaient à la périphérie. Bien, quand vous êtes à la marge, quand vous êtes à la périphérie, en France en tout cas, si vous n'avez pas un relais parisien, ben vous restez à la périphérie pendant longtemps. Les idées ne sont pas reprises. Et puis malheureusement pour nous, on avait une région d'une taille à peu près raisonnable, puis aujourd'hui on nous a fait des régions absolument gigantesques, et aujourd'hui la région devient pour nous presque comme aussi lointaine que l'État, avec impossibilité d'avoir des rendez-vous, impossibilité d'avoir des contacts, sauf à passer par des contacts intermédiaires, justement pour relayer un certain nombre de nos demandes. J'en ai fini sur la partie organisationnelle, parce que je vous ai promis de faire court. Et puis au milieu de tout ce travail, nous nous sommes posé la question évidemment de comment nous pourrions augmenter nos recettes propres pour simplement peser moins sur la puissance publique. Nous avons dit ce matin, je l'ai entendu en tout cas, effectivement le prix de la culture, c'est quoi? La valeur marchande de la culture, c'est quoi? Quelle drôle de question. Tout ça, c'est vrai, mais les activités culturelles, elles ont bel et bien un coût pour la puissance publique, et on ne peut pas l'ignorer, même si derrière, il est bien difficile de dire ce que ça vaut. Qu'est-ce que ça vaut, une séance pédagogique de l'Orchestre de Chambre de Toulouse? Ben oui, mais quand cette séance pédagogique de l'Orchestre de Chambre de Toulouse a lieu en zone urbaine sensible, ce sont des quartiers qui sont un petit peu tendus, dirons-nous. Quand vous mettez sur scène des femmes qui dirigent un concert, c'est pas neutre, c'est pas rien, il se passe pas rien. Mais effectivement, quelle valeur marchande ça a? Personne ne le sait. Pour autant, ça a un coût et il faut se poser cette question du coût, on ne peut pas l'éviter. Donc nous avons cherché des recettes propres marchandes. En droit strict, étant une entreprise, nous aurions pu investir dans d'autres sociétés, nous aurions pu, rien ne m'empêche légalement, moi, d'acheter des actions et de les revendre à la hausse, rien ne m'empêche de faire ça. Vous imaginez bien que vu mon secteur d'activité, ce serait tout de même un petit peu inquiétant si je m'y lançais. Donc nous avons cherché un domaine où nous aurions une certaine légitimité et nous avons imaginé investir le domaine de la facture instrumentale. Et c'est là que nous avons inventé la fibre Chorus que je vais vous présenter. Alors rassurez-vous, je ne vous infligerai pas non plus un long moment de violoncelle, ça n'est plus l'heure, et je ne suis pas violoncelliste professionnel, je suis contrebassiste. Voici un archet qui est monté, comme tous les archets, en crin de cheval, en crin naturel. Je le démonte. Voilà, c'est tout bête, c'est une mèche, c'est comme vos cheveux. C'est simplement la queue des chevaux qu'il faut couper. C'est pas très écologique parce qu'un pauvre cheval, un cheval adulte, donne à peu près 60 grammes de crin, ça fait pas beaucoup. Donc il faut avoir des troupeaux absolument gigantesques. Et si vous écoutez l'explication magique que donnent les musiciens, on va commencer par celle-là, ils vont vous expliquer que ce sont des races spéciales en Mongolie qu'on élève pour avoir du crin de qualité. Alors si on réfléchit 2 secondes, ce qu'on a été amené à faire pour élaborer un autre type de fibre, on va se dire qu'évidemment, au XVIe siècle, quand on a commencé à fabriquer ces archets, et même avant, au XVe siècle, je ne pense pas qu'on allait chercher des races en Mongolie, je ne crois pas. Et puis si vous interrogez un vétérinaire autour de vous, le crin, c'est de la kératine, hein. C'est tout bêtement de la kératine, c'est comme vos cheveux et les miens. Ben, vous demandez à un ami vétérinaire, mais tu saurais nourrir un cheval pour qu'il fasse du beau crin? Ben, il va vous dire oui, bien sûr, à peu près sur n'importe quelle race de cheval. Alors pourquoi ça se termine en Mongolie et parfois un petit peu en Alaska? Ben, simplement parce qu'avec 60 grammes seulement par cheval, et d'ailleurs par cheval mâle, pas par jument, parce que les juments font pipi sur leur queue et donc le crin est de mauvaise qualité, ça ne fait pas beaucoup. Et donc, pour avoir 10 000 chevaux en liberté, pour pouvoir avoir une production suffisante, ben, il vous faut des espaces absolument gigantesques. Et puis, si vous continuez la discussion avec votre vétérinaire, ami, ou que vous irez consulter, il va vous dire qu'il a reçu ces dernières années de nombreuses alertes sur des épizooties, c'est-à-dire des maladies qui déciment ces troupeaux en Mongolie, qui expliquent que le crin naturel est de plus en plus mauvaise qualité. Alors voilà la fibre Chorus. Si je ne vous l'avais pas dit, vous n'auriez rien pu deviner. Je ne vous démonte pas l'archet, hein, ça fait exactement pareil que l'autre. C'est une fibre.
Et sur cette fibre, nous nous sommes posés tout simplement des questions techniques et scientifiques. Tout le monde répète, j'ai répété ça aussi en montant quand j'étais au conservatoire, que le crin de cheval présente quelques petites aspérités et que c'est pour ça qu'il entraîne la corde. Bon, ben on a passé ça au microscope électronique, il n'y a pas d'aspérité. Oh, il y a des petites bricoles, mais il n'y a rien qui permet d'entraîner une corde. Puis puisque tout le monde répétait que le crin de cheval entraînait la corde, on a posé un archet vierge, une mèche vierge, sur une corde vierge qui n'avait jamais été jouée, puis on passe l'archet, et là on entend rien. Conclusion, le crin de cheval n'entraîne pas la corde. Et c'est ça qui nous a mis sur la piste, c'est ça qui nous a mis sur la piste de la solution. En réalité, la fonction du crin de cheval, c'est tout simplement de faire adhérer la colophane. Et ça nous a mis sur la voie d'élaborer une fibre qui avait une appétence particulière pour la colophane. La colophane, c'est cette petite résine particulière, qui est tout simplement le résidu de la distillation de la térébenthine. Donc on la trouve dans la sève du pain, et ça nous donne des petits morceaux durs de cristaux qu'on passe sur les mèches. J'en ai fini, je vais vous faire 3 notes de violoncelle, mais seulement 3 notes. Je vais vous faire entendre le crin naturel, le crin chorus qui lui ressemble le plus, qui n'est pas coloré, et juste pour s'amuser, puisque c'est une fibre synthétique, vous montrer que du coup on peut l'avoir en rose, en bleu, en vert, en jaune, beaucoup d'autres couleurs, et que c'est bien plus amusant. Je vous fais 2 notes de violoncelle. Chorus, version de couleur naturelle. Je pense que si je vous avais rien dit, personne n'aurait remarqué que c'était une fibre synthétique. Le même en rose.